Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Le 21 octobre 2025, le Japon a tourné une page de son histoire. Sanae Takaichi est devenue la première femme à occuper le poste de première ministre. Conservatrice, nationaliste, admiratrice revendiquée de Margaret Thatcher et héritière politique de Shinzo Abe, elle incarne une droite dure, assumée et volontiers provocatrice. Son arrivée au pouvoir intervient dans un moment de tension politique et sociale. Le Japon est traversé par le doute, marqué par la radicalisation d'une partie de sa jeunesse et par la remise en question de son modèle économique et démocratique. Sur la scène régionale, il doit aussi s'affirmer face aux démonstrations de force de la Chine. Alors, que nous dit l'élection et le programme politique de Sanae Takaichi de l'état d'esprit du Japon actuellement? Et que peut changer sa gouvernance dans les rapports du pays avec ses voisins, la Chine, la Corée, mais aussi avec l'allié américain? Pour en parler, nous recevons Valérie Niquet, politologue, chercheuse en géopolitique, spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes également chercheuse associée au Japan Institute of International Affairs. Vous avez notamment écrit Le Japon en 100 questions chez Taillandier, c'était en 2020. Et vous avez signé tout début 2026 une tribune dans Le Monde sur les relations géopolitiques entre la Chine et le Japon autour de l'indépendance de Taïwan. Alors, pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez, Valérie Niquet, nous détailler un peu dans quel contexte s'est déroulée l'élection de Sanae Takaichi au poste de première ministre? J'entends par là quel est l'environnement politique, mais aussi social du Japon ces derniers temps. Alors, Sanae Takaichi est devenue Premier ministre, choisie par la Diète, le Parlement japonais, parce qu'elle a d'abord été élue à la tête du PLD, le Parti libéral-démocrate, qui est le parti qui est au pouvoir au Japon depuis les années 50, quasiment sans discontinuer. Donc, en fait, son élection ne signale pas une transition ou un bouleversement majeur de l'organisation politique au Japon. Simplement, il y a deux nouveautés. C'est une femme, et ça, au Japon, c'est quand même quelque chose. Et effectivement, elle a été choisie pour ses positions assumées, très à droite, très dans la ligne de son prédécesseur Shinzo Abe, et pour répondre à la montée en puissance au Japon d'un autre parti, beaucoup plus petit, beaucoup plus marginal, mais qui est passé de 1 siège au Parlement à une dizaine, qui a fait très peur au PLD et dont le discours proche de celui qu'on peut entendre chez Trump, par exemple, insiste sur le Japon aux Japonais et abat les étrangers, pour faire simple. Mais c'est un parti politique, le Sanseito, très simpliste. Et depuis que Takaichi a été choisie, qu'elle a fondé son cabinet et qu'elle est au pouvoir, effectivement, l'audience du Sanseito s'est beaucoup effondrée. Donc on dit au Japon que le discours très nationaliste, très anti-étranger, qui peut choquer chez Sanae Takaichi, dans un pays où par ailleurs il y a très peu d'étrangers, c'était une manière d'affaiblir le Sanseito et que l'objectif a été atteint. Alors, prenons les choses dans l'autre sens, comme vous l'expliquez, en partant d'abord de la population des Japonais. Comment est-ce qu'on peut expliquer alors est-ce qu'il faut le dire, cette droitisation, en tout cas ce durcissement sur la question de l'identité nationale ? Alors, il y a plusieurs éléments. Le Japon, qui s'était habitué après la guerre à une croissance très rapide et à être le leader incontesté de l'Asie, a perdu économiquement sa position en première place dès les années 2010, où la Chine l'a remplacé. Et on sait que depuis ce qu'on a appelé l'éclatement de la bulle financière dans les années 90 au Japon, la croissance économique reste soit stagnante, très limitée, mais c'est aussi celle d'un pays qui est déjà très développé. Le Japon a reculé parmi les puissances. Il est aujourd'hui à la 5e place derrière l'Allemagne de l'Ouest, derrière les États-Unis, derrière la Chine, derrière l'Allemagne et même désormais derrière l'Inde. Évidemment, pour la Chine et l'Inde, c'est l'effet masse qui compte. Mais tout de même, en termes d'image, de perception de soi-même, le Japon a reculé et la population s'en ressent. C'est aussi un pays qui vieillit d'une manière accélérée, qui perd plus de 500 000 personnes par an en raison des décès. Et le taux de natalité est un des plus bas dans le monde, y compris en Asie, mais au niveau mondial également. Et c'est un pays qui s'interroge sur son avenir, tout simplement, sur sa place dans le monde,
dont la population ne se sent plus au-dessus, entre guillemets, comme elle a pu le sentir à l'époque où les Japonais pouvaient acheter le monde entier. C'est d'ailleurs ce que dénonçait Donald Trump dans les années 80. Et effectivement, où les étrangers sont plus visibles, n'ont pas forcément les mêmes pratiques et les mêmes habitudes que les Japonais qui voyagent très peu. Je rappelle qu'à peine 20% des Japonais disposent d'un passeport, donc c'est un pays qui reste très insulaire. Mais ces étrangers qui font si peur aux Japonais, qui ne se comportent pas bien, soi-disant, qui ne savent pas se comporter selon les règles traditionnelles de la société japonaise, essentiellement, ce sont des touristes. Et ces touristes, ils ont été appelés par le gouvernement lui-même, le PLD, qui veut absolument utiliser la manne touristique pour aider à redresser l'économie. Donc on a eu 40 millions de touristes l'an dernier au Japon, sur une population d'un peu plus de 120 millions d'habitants. En revanche, le nombre d'étrangers vivant au Japon est autour de 3 millions maximum, dont une grande partie sont les descendants d'immigrés coréens ou chinois installés depuis des générations. Donc en fait, on parle autour de 1 million à 1,5 million véritables étrangers résidant au Japon. Ceux-ci, en général, ne posent pas de problème. Surtout, ils occupent des places que la société japonaise ne peut plus occuper, tout ce qui concerne le soin aux personnes âgées, par exemple, mais également les travaux dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la construction. Et même si ces étrangers, donc, n'étaient plus là, on aurait toujours les 40 millions de touristes qui, eux, posent problème à certains habitants au Japon. Donc c'est le retour de bâton de l'ouverture au tourisme. Et alors justement, que propose Sanae Takaichi pour remédier à cela ? Alors sur le tourisme, le Japon veut mettre en place des règles nouvelles qui sont celles en fait qu'on trouve par exemple aux États-Unis, qui serait que les touristes seraient obligés de payer en fait, d'avoir ce qu'on appelle aux États-Unis un ESTA pour pouvoir pénétrer sur le territoire. Ça rapporterait de l'argent, ça ne limiterait certainement pas le nombre de touristes qui vont au Japon aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que notamment le yen est extrêmement faible. Ça aussi d'ailleurs, ça fait partie d'une forme d'humiliation en fait de la population japonaise. Aller au Japon, faire du tourisme aujourd'hui, ça n'est pas cher. Et par rapport à des Japonais qui, eux, ont du mal, par exemple, avec un salaire qui a peu augmenté et une inflation qui commence à se faire sentir, à aller au restaurant régulièrement, eh bien, on voit des touristes qui, beaucoup plus facilement, vont à l'extérieur, sortent. Et ça aussi, c'est un contraste qui inquiète ou en tout cas qui surprend, qui déplaît à la population japonaise. Donc, les mesures antitouristes, il n'y en a pas beaucoup parce que tout simplement, l'économie en a besoin. On l'a vu d'ailleurs, les Chinois qui aujourd'hui ont pris des mesures contre le Japon pour protester contre certaines déclarations, eh bien, ont donné le consigne à leur propre population de ne plus aller au Japon. Le nombre de touristes chinois qui était important a beaucoup baissé. Immédiatement, les grandes sociétés ou les intérêts liés au tourisme, à tout ce qui concerne l'hôtellerie par exemple au Japon, s'est inquiété et a protesté. Donc le Japon n'a pas du tout ni l'envie ni d'ailleurs vraiment la possibilité économique de mettre un terme à cette explosion touristique. Et dans les autres domaines, sociaux, économiques par exemple, quel est le programme de la nouvelle première ministre ? Pour le moment, Takaichi a proposé, au moment du vote du budget, une politique de relance. Il y a beaucoup d'objectifs qui ne sont pas nouveaux, c'est la relance, persuader les entreprises d'augmenter les salaires, contrôler l'inflation, mais tout ça, pour le moment, on a beaucoup de mal à voir comment ça va s'orienter. Le Japon essaye de reprendre aussi la main sur les avancées technologiques qu'il contrôlait dans le passé. Il était très présent, par exemple, dans le secteur des microprocesseurs. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc, il y a l'idée de relancer également l'esprit d'innovation et de créativité qu'on trouvait dans le Japon jusque dans les années 2000, mais qui est beaucoup moins présent aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne l'évolution économique, on a beaucoup d'attentes, mais on n'a pas de mesures très concrètes qui seraient révolutionnaires par rapport à ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne la société, un des points clés, c'est essayer de relancer la natalité.
Mais là, on s'attaque à un problème qui n'est pas uniquement lié au coût, parce que le gouvernement prévoit notamment de rendre plus facile l'accès à tout ce qui peut être crèche, faciliter la vie pour les femmes qui travaillent. Il y a tout de même aujourd'hui plus de 70% des femmes au Japon qui travaillent, rendre la scolarité moins chère, notamment dans le public et même, semble-t-il, avec des aides dans le privé. Mais sans doute ce qui freine la reprise de la natalité au Japon, ce ne sont pas uniquement des questions matérielles. D'abord, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir de la part d'une jeunesse qui est un peu parfois déboussolée, on le sent. Mais c'est aussi la difficulté de la société japonaise à prendre en compte des inégalités fondamentales, notamment en ce qui concerne le genre et la place des femmes dans la société, sans réaliser parfaitement que cette société reste extrêmement genrée et que c'est très visible et que donc se marier, parce qu'en fait en Asie, au Japon et ailleurs d'ailleurs, mais en Asie, avoir des enfants hors du mariage, comme c'est le cas très largement de plus en plus chez nous, c'est extrêmement compliqué pour des tas de raisons à la fois administratives et autres. Et que donc, avoir des enfants, ça passe par le mariage, ça passe donc par des relations entre les hommes et les femmes qui seraient plus égalitaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, y compris dans la jeunesse, même si les choses changent un peu. Et ce qui fait que beaucoup de jeunes femmes, finalement, ne souhaitent pas se marier, aimeraient peut-être avoir des enfants, mais en tout cas ne veulent pas rentrer dans ce modèle-là, et un modèle dont il n'est pas certain que les dirigeants japonais soient parfaitement conscients. Et surtout les dirigeants qui aujourd'hui sont arrivés au pouvoir et qui mettent un point d'honneur, beaucoup pour des raisons électorales d'ailleurs, en essayant de flatter un électorat plus âgé, à respecter les valeurs traditionnelles du Japon, mais qui sont un peu contradictoires avec le besoin de redonner l'envie aux femmes, par exemple, d'avoir des enfants. D'ailleurs, Sanae Takaichi a beau être la première femme à occuper le poste de Premier ministre, elle n'est pas particulièrement féministe dans sa politique et dans ses prises de position. Elle est même plutôt assez conservatrice en ce qui concerne le patriarcat. Tout à fait. Il a fallu, ceci dit, qu'elle soit choisie dans un monde d'hommes par des hommes âgés, qui eux mettent un point d'honneur à, encore une fois, vouloir préserver les valeurs traditionnelles du Japon. Mais elle a montré aussi une capacité d'adaptation ou de contournement qu'on trouve d'ailleurs chez beaucoup de femmes qui veulent réussir au Japon. Elle s'oppose officiellement au fait qu'on puisse choisir deux noms de famille officiellement ou celui de la femme éventuellement pour les couples mariés. Elle-même s'est mariée, elle portait le nom de son mari, elle a divorcé, elle s'est remariée avec le même mari qui, cette fois-ci, pour sa carrière politique, a pris son nom à elle. Donc, on voit bien que derrière ces affirmations très classiques, mais qui font qu'elle a été choisie aussi, un peu comme Margaret Thatcher, d'une certaine manière, qu'elle admire, eh bien, il y a toujours ces arrangements. Et ce qu'elle voulait, c'est pouvoir être acceptée et arriver au pouvoir. Il y a la façade et puis après, comment on compose individuellement avec ses réalités. J'aimerais qu'on passe maintenant, s'il vous plaît, Valérie Niquet, à la partie de la politique internationale du Japon via Sanae Takaichi ou même plus largement. Comment est-ce que le Japon se positionne aujourd'hui? Alors, on va pas passer tout en revue, il y aurait beaucoup de thèmes à dire, mais peut-être d'abord sur la scène régionale vis-à-vis de la Chine quand même. La relation entre la Chine et le Japon est extrêmement complexe. Alors on connaît tous le passé, l'histoire de cette relation pendant la Deuxième Guerre mondiale. La difficulté pour le Japon dans ses relations avec la Chine, c'est qu'il y a à la fois un très grand intérêt économique à maintenir les liens avec la Chine, mais en face on a un régime chinois, un système politique en Chine, si on parle de la République populaire de Chine, qui a parfois besoin du Japon et oublie très commodément toutes les tensions qui ont pu exister dans l'histoire, et d'autres fois a besoin d'une sorte de bouc émissaire nationaliste, et donc retrouve des accents très très agressifs à l'égard de Tokyo. Une Chine qui d'ailleurs développe depuis les années 90 ses capacités militaires, multiplie les incursions ou les pressions sous forme d'exercices, notamment dans le détroit de Taïwan, mais aussi face au Japon, donc une Chine qui inquiète de plus en plus dans la région.
Ce qui s'est passé il y a peu, après l'élection de Sanae Takaichi, c'est qu'elle a réaffirmé une politique qui a été décidée depuis déjà 2015, c'est-à-dire que si le Japon se trouvait confronté à une situation militaire qui mettait en jeu ses intérêts vitaux, eh bien, les forces d'autodéfense japonaises pourraient participer à une défense collective aux côtés de ses alliés. Elle a simplement traduit ce principe qui date de 2015, qui était effectivement nouveau en 2015, le fait que les forces japonaises puissent coopérer avec ses alliés militairement. Eh bien, elle a donné un cas précis qui était que si la Chine utilisait des moyens militaires pour mettre en place un blocus contre Taïwan, donc en fait un acte de guerre, elle a dit cela pourrait mettre en danger les enjeux vitaux du Japon. C'est tout. Elle a répondu à une question. Mais c'est déjà beaucoup pour la Chine. Sur le fait que, dans ce cas-là, peut-être que les forces d'autodéfense pourraient aider les Américains, notamment d'une manière logistique, dans leurs interventions éventuelles dans le détroit de Taïwan. Et pour Pékin, c'est inadmissible parce que dans l'équation, les calculs stratégiques que fait la Chine, un des objectifs, c'est de finalement neutraliser le Japon. C'est là que se trouvent les principales bases américaines, mais l'idéal serait un gouvernement japonais beaucoup plus accommodant, qui hésiterait à s'engager véritablement. Et donc, en prenant cette position qui est un peu plus claire que par le passé, Takaichi rappelle tout simplement à la Chine qu'elle ne contrôle pas Tokyo. Et le but de Pékin aujourd'hui, avec la multiplication des mesures contre le tourisme, contre le commerce, le rappel du passé des faits historiques, eh bien, toutes ces mesures-là ont comme principal objectif, sans doute, d'obtenir, si possible, la chute de Takaichi, sous la pression de lobbies au Japon qui, eux, au contraire, pensent qu'il faut apaiser les relations avec Pékin, maintenir des relations étroites, notamment pour des raisons économiques et pour des raisons de stabilité stratégique. Donc là, on est dans une guerre psychologique, en quelque sorte, menée par la Chine, dont un des objectifs serait peut-être, en tout cas c'est sans doute ce qu'espère Pékin, d'aboutir à plus ou moins long terme à la chute de Takaichi. Et pour l'instant, le Japon reste toujours l'allié des États-Unis, même avec Trump. En particulier avec Trump, Takaichi et Trump, qui vont se rencontrer bientôt. Alors, c'est un bon duo. Takaichi a rencontré Donald Trump lors du sommet de l'APEC, si je ne me trompe pas. Il est allé auparavant au Japon. La rencontre s'est plutôt bien passée. Elle a un côté très vivant, qui sans doute est plus agréable que la position de certains vieux classiques qui ont beaucoup plus de mal dans les relations sociales. C'est une personnalité assez amusante, Takaichi aussi, dans son style qui détonne dans la société japonaise. De toute manière, le Japon est lié aux États-Unis par un traité de sécurité, de défense et de sécurité qui date de 1951, qui a été revu en 1960 et qui n'est pas du tout remis en cause. Donc, le Japon est l'allié des États-Unis et c'est encore largement les États-Unis qui assurent la sécurité du Japon en cas d'agression. Comme tous les pays qui sont liés aux États-Unis, le Japon s'inquiète de l'engagement véritable de Washington et il est certain que l'un des objectifs de Takaichi, c'est entre guillemets de rassurer absolument Donald Trump sur l'engagement du Japon. C'est aussi pour ça qu'elle a annoncé l'augmentation plus rapide que prévu du budget de la défense, même s'il reste très limité par rapport au budget de la défense de la Chine. Et donc, pour le Japon, la priorité des priorités, sachant qu'il y a des contraintes constitutionnelles très forte et aussi en termes de capacité sur ce qu'il peut faire en matière de défense. Donc la priorité, c'est de tout faire pour que les États-Unis restent engagés à ses côtés pour dissuader toute éventuelle intervention étrangère. Vous parliez du budget de la défense. L'armée japonaise, ça représente quoi? Le budget de la défense est va atteindre sans doute autour de 60 milliards de dollars, ce qui est beaucoup pour le Japon, sachant qu'il est resté très stable et même il a été plutôt en diminution pendant des années. Je rappelle que le budget officiel de la République populaire de Chine, c'est plus près de 3 officiels, sans compter, certains augmentent beaucoup ce budget, mais autour de 250 à 300 milliards de dollars, donc on est très en dessous. Et donc le Japon développe ses capacités. Il
il a décidé il y a peu de se doter de moyens de projection un peu plus importants que ce dont il pouvait disposer constitutionnellement. Le Japon, officiellement, n'a droit à aucun moyen qui lui permette de projeter ses forces à l'extérieur et uniquement ce qui lui permet de protéger l'archipel lui-même et son environnement proche. Mais c'est vrai qu'il s'est doté, il a transformé des porte-hélicoptères en porte-avions susceptibles d'accueillir des avions américains, F-35. Dans les îles les plus éloignées, il installe des batteries de missiles en coopération avec les États-Unis qui lui permettraient éventuellement de mieux répondre à une éventuelle action de la République populaire de Chine dans le détroit de Taïwan. Donc on voit qu'il se dote de moyens plus important, même si ça reste extrêmement modeste pour assurer sa défense et notamment la défense des îles les plus éloignées. Merci beaucoup Valérie Niquet pour cet éclairage vraiment très intéressant sur Sanae Takaichi, mais aussi sur le Japon aujourd'hui. Donc on le sent bien, entre influence chinoise et américaine, sa place est d'autant plus stratégique. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheuse en géopolitique et spécialiste de l'Asie pour la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup. Merci à vous. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decommer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.